Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Espoir et travail acharné. L'entente qui a été annoncée ce matin est une extraordinaire nouvelle pour les gens de la région de Québec. On va redonner aux gens de Québec le contrôle de cette infrastructure majeure et critique pour la région de Québec. Il y a énormément de détails, évidemment, qui vont être annoncés un peu plus tard, mais ce que je devrais dire tout de suite, c'est merci à mes collègues, évidemment, dont Pablo Rodriguez et le premier ministre qui a exercé dans ce dossier un leadership incroyable, mais surtout, peut-être, à tous les gens de la région de Québec qui nous ont encouragés au cours des dernières années à continuer à persévérer. C'est un dossier qui traîne depuis 31 ans. Ça a demandé beaucoup de travail, mais ce travail a été soutenu par les efforts et les encouragements des gens de la région de Québec. Est-ce que c'est les contribuables qui vont payer les réparations, la peinture, ce genre de choses? Alors, comme on disait, les détails vont être annoncés la semaine prochaine, lors d'une belle annonce. Aujourd'hui, ce que j'aimerais à nouveau souligner, c'est que ce travail et ce succès a été rendu possible par l'appui de tonnes de gens que j'ai hâte de souligner la semaine prochaine, qui ont travaillé au cours des très nombreuses dernières années, 31 ans pour être plus précis. Ça fait 31 ans que ce dossier cause de la frustration dans la région de Québec. Les gens avaient hâte que ça soit résolu et ça va être résolu pour toujours. OK, mais c'est pas gratuit, là. Est-ce qu'il y a de l'argent public, oui ou non, là-dedans? Donc, à nouveau, les détails vont être annoncés très prochainement. On va inviter les gens qui sont intéressés, évidemment, à venir, mais surtout les gens à célébrer tout le travail collectif qui a mené à cette entente annoncée ce matin. Est-ce que les gens de Québec peuvent s'attendre à un bon deal? Un excellent deal, évidemment, parce que vous allez voir à quel point ça va être... On sait déjà à quel point c'est important pour la région de Québec. C'est un pont sur lequel circulent 35 000 véhicules par jour, presque 300 autobus qui facilitent le transport en commun entre la rive nord et la rive sud. Ce sont des dizaines de trains aussi qui circulent. C'est un monument historique national. C'est le pont le plus emblématique du pays. C'est le seul pont cantilever le plus grand de toute la planète. Donc, c'est un génie, c'est une démonstration du génie technique architectural du Canada, qui date déjà de 105 ans, mais encore en 2024, ce pont est une infrastructure stratégique majeure à laquelle on donne maintenant, pour lequel on donne maintenant le contrôle aux gens de la région de Québec. Est-ce qu'il est en bonne condition? Il est en bonne condition, puis je vous assurer qu'il va être en meilleure condition encore dans quelques années. Pour quand le début des travaux? Donc, on va faire l'annonce bientôt. Hein? On vous invite à être aux aguets, à l'affût. Et aujourd'hui, à nouveau, mon message principal, c'est un message de gratitude. Oui, à tous les collègues qui m'ont aidé, certains plus discrètement, mais surtout à tous les gens de la région de Québec qui nous ont invités à persévérer pour démontrer qu'en 2024, espoir et travail acharné, ça donne quelque chose. Merci. Pourquoi ça a été si long, M. Duclos, pour s'entendre? Bonjour, M. Rodriguez. Pour Québec, est-ce qu'on peut demander combien ça va coûter aux contribuables? Bien, il y aura une annonce formelle bientôt où on aura l'occasion d'annoncer la bonne nouvelle aux gens de Québec, parce que c'est une très bonne nouvelle pour les gens de Québec. Ça risque de coûter plus qu'1 milliard. On était à un demi-milliard il y a quelques années. Est-ce qu'on est pas mal à Raymond, vous êtes impatient, mon ami? Les Canadiens veulent savoir. On va faire une annonce très bientôt. C'est une très bonne nouvelle pour les gens de Québec et je veux saluer tout le travail de notre négociateur, M. Charest, le travail de M. Duclos et de tous les partenaires là-dedans. Je pense que c'est vraiment une belle nouvelle. On va pouvoir aller de l'avant avec la réflexion. Êtes-vous au moins en mesure de nous dire combien de temps ça va prendre pour faire cette réflexion-là? Ça va faire partie de l'annonce. OK. Pas grand détail aujourd'hui, finalement. Le détail, c'est qu'on a une bonne nouvelle pour les gens de Québec. Je suis vraiment content. Merci. Merci. Bonne journée. On va voir l'annonce, mais pour nous, dans la région de Québec, les libéraux avaient pété les bretelles en 2015 en campagne électorale en disant le 30 juin 2016, c'est pas réglé, on va le régler. 9 ans plus tard, on voit qu'il y a un règlement, mais il reste que tant et aussi longtemps que les travaux ne sont pas commencés pour nous, on ne croit pas encore. Vous demeurez sceptique? On espère que ça va fonctionner, là, mais parce qu'il est temps, mais tant que les travaux ne seront pas faits ou commencés, ça ne sera pas réglé. Par rapport au coût, avez-vous des inquiétudes? On parlait d'un demi-milliard il y a quelques années. Encore là, il faudra voir c'est quoi qui arrive, mais depuis que les libéraux sont à Québec avec Jean-Yves Duclos, il y a plus de rouille sur le pont de Québec, puis ça va coûter plus cher. Merci. Merci, M. Paulus. Je vais vous demander votre réaction à l'annonce sur le pont de Québec. Vous en pensez quoi? Bien, c'est une bonne nouvelle. Enfin, je dirais. Le mot-clé, c'est « enfin ». Je pense que les citoyens de Québec ont déjà beaucoup trop attendu. On est content que la nouvelle arrive. Maintenant, il faut voir les coûts, les échéanciers. Il faut que les choses se fassent rapidement. Êtes-vous inquiète justement des coûts? On parlait d'un demi-milliard il y a quelques années. On est probablement rendu près du milliard, sinon... Moi, je pense que tout le monde qui sait compter sait bien que les coûts ont augmenté beaucoup, j'imagine. Il faudra voir. Il faudra voir ce qu'il y en a. Il faudra voir aussi ce que le fédéral est prêt à faire.
Et le travail du Bloc, ça va être de justement s'assurer que le fédéral fasse son travail et ses investissements. Et ça vaut la peine de le faire, peu importe le... Absolument. Patrimoine reconnu, unique au monde, un pont unique au monde. Donc, on en est très fiers à Québec. Et c'est une bonne nouvelle. Merci. Bienvenue. Hello, my name is Leah Gazan, and I'm the proud Member of Parliament for Winnipeg Centre. And I'm here to let everybody know, on behalf of the NDP, that reproductive rights are under attack. And I think we saw that demonstrated once again this week with the Conservatives voting against the right to access free contraception. And I want to assert that this is not the first time that they have demonstrated those choices in this Parliament, including trying to push backdoor legislation, Bill C-311, to deny the right to safe abortion care. And it's no coincidence that on the very day that Conservatives, including Pierre Poilievre, voted against free contraceptions, an MP, a Conservative MP, stood in the House to present a petition that violated the right to access abortion care. Today, in the House, or on Parliament Hill, we had a march. We had a march that took place, and I was proud to stand with our NDP leader saying that the right to choose is a human right, that abortion care is health care, that reproductive rights are human rights, and the NDP will be clear in our position. But I want to be clear, it's not just the Conservatives. It's also the Liberals, who, in spite of being in power for almost 8 years, continue to deny the right to access a safe, trauma-informed abortion. And I say that because right now in New Brunswick, there is not one single abortion clinic. It's one thing to get out here on the mic and grandstand about how you support reproductive rights. It's another thing to honor access to those rights. The Liberals have failed, in fact. And it's not any secret that there are, in fact, Liberal MPs that are currently listed on organization's site, listing MPs that are not pro-choice. This is deeply troubling. The NDP is the only party where this is a fundamental right that must be affirmed and expected for all MPs to support the right to reproductive health care, whether it's contraception or right to access trauma-informed abortion care. Thank you. C'était justement ça. Bonjour tout le monde. Alexandre Boulris, député de Rosemont, la petite patrie. Je suis ici avec mes collègues néo-démocrates. On veut passer le message et bien informer la population que malheureusement, encore une fois, les droits reproductifs sont sous attaque dans notre pays. On ne peut rien tenir pour acquis. On le voit très bien avec ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, et on n'est pas à l'abri ici des forces conservatrices puis réactionnaires qui voudraient faire reculer, encore une fois, les droits des femmes. On l'a vu cette semaine avec le Parti conservateur de Pierre Poilievre, qui ont voté contre donner accès gratuitement à des contraceptifs à des millions de personnes au pays. Et la même journée où les conservateurs votent contre cet accès-là à des pilules, à des contraceptifs, il y a un député conservateur qui dépose une pétition qui remet en question le droit des femmes à l'avortement. Ce n'est pas une coïncidence. Et en plus de ça, il y a une candidate à la chefferie du Parti conservateur que Pierre Poilievre a mis en première rangée à la Chambre des communes. Ce n'est pas non plus un effet du hasard. Alors, tout ça ensemble fait en sorte qu'on est inquiet. On a vu aujourd'hui cette manifestation des anti-choix, des anti-droits aux femmes sur la colline parlementaire. Il y avait le caucus du NPD avec Jack Meeting qui était là en appui aux contre-manifestants pour dire « Nous, on est là et on se tient debout pour défendre les droits des femmes, pour défendre le droit
droit à l'avortement, pour défendre le droit des femmes de contrôler leur propre corps. Alors, pour nous, on est clair sur cette question-là. Et malheureusement, les libéraux, malgré leur beau discours, sont un peu hypocrites sur cette question, surtout en ce qui concerne dans les maritimes, parce que c'est bien beau de défendre le droit à l'avortement, mais si on n'a pas accès à une clinique, mais ce droit-là, il devient théorique et inexistant. Et depuis 8 ans au pouvoir, les libéraux n'ont absolument rien fait pour assurer le droit des femmes à avoir accès à un avortement sécuritaire dans une clinique médicale. Et en ce moment, dans les maritimes, il y a un très gros problème là-dessus, puis malheureusement, les libéraux ne font rien. Alors, on peut compter sur l'équipe de Jack Meeting et les démocrates pour se tenir debout en tout temps pour les droits des femmes et le droit à l'avortement. Merci. M. Boulris, oui. Francis Drouin. Oui. Pensez-vous que ces excuses de ce matin en comité, c'était suffisant? Bien, je pense que surtout, c'est déplorable ce qui est arrivé. On ne fait pas ça à des témoins, même si on est férocement contre les arguments ou les propositions qu'ils mettent de l'avant. C'était vraiment déplacé, irrespectueux, et les excuses arrivent vraiment tard. Je pense qu'il s'est fait tordre le bras pour s'excuser. Alors, pour nous, au NPD, c'est un peu trop tard. Il n'est pas dans la meilleure position pour représenter les parlementaires canadiens pour la francophonie. Il y a d'autres formes de conséquences là, qui sont mises sur la table. Je pense entre autres à celle qu'il démissionne de son poste de président de la section canadienne de l'Assemblée des parlementaires francophones. Pensez-vous que c'est une bonne idée, que ça devrait aller jusque-là? Bien, je pense que c'est une option qui doit être sérieusement envisagée. Moi, je siège sur ce groupe parlementaire, des groupes parlementaires canadiens de la francophonie, donc je vais avoir mon mot à dire dans la discussion puis un vote éventuellement. Je vais participer à la réunion qui devrait se tenir sous peu. Je trouve difficile de maintenir M. Drouin dans cette position-là, que ce soit sur le plan canadien ou à l'international. C'est difficilement défendable. Les excuses sont arrivées très tard. Juste pour finir, oui. Est-ce que vous pensez, vous, que sur le fond, les institutions postsecondaires anglophones sont des vecteurs d'anglicisation? Écoutez, je ne suis pas un linguiste, je ne suis pas un expert en la matière. Je pense que ça fait partie du paysage sur comment on protège mieux le français puis on assure la pérennité du français. Je ne pense pas que ça a un impact si grand que ça, mais encore là, j'aimerais bien m'asseoir avec les chiffres et parler à différents linguistes. Pour ma part, j'étudie à McGill, je travaille en français. Ma conjointe a étudié à Concordia puis elle travaille en français. Donc, ce n'est pas systématique non plus, là. Il y a un rapport ce matin de la Banque du Canada oui. sur la stabilité financière qui met en lumière un peu que les locataires sont présentement ceux qui sont le plus touchés là, par le coût de la vie, les taux d'intérêt. On voit un endettement qui est supérieur, notamment les défauts de paiement, les cartes de crédit, les montants en souffrance. Ça touche particulièrement les locataires. Je me demandais si c'est quelque chose qui vous préoccupait présentement. Ça me préoccupe énormément. Je représente une circonscription où 75 % des gens sont des locataires. J'en entends parler tous les jours. Les gens vraiment sont aux abois, sont aux aguets. Il y a une immense crise. Et ça, c'est dû à l'inaction des conservateurs puis des libéraux. Les conservateurs, quand Pierre Poilievre était ministre, ont perdu 800 000 logements abordables. Les libéraux ont perdu 350 000 logements abordables depuis 8 ans. Puis en ce moment, là, le ratio, c'est qu'à chaque fois qu'on construit un logement abordable, on en perd 11. Donc, on est en train de creuser un trou, là, puis on ne s'en sort pas. Ce qu'il faut, c'est des investissements, mais ciblés pour du logement hors marché. Le logement hors marché qui n'est pas dans une logique de profit des promoteurs immobiliers privés, qui est dans une logique de... C'est un droit fondamental, ce loger. Il faut aborder la question du logement comme étant, c'est normal d'avoir un toit au-dessus de sa tête, puis c'est normal d'avoir un toit qui est satisfait à ses besoins, où on ne se rend pas malade non plus avec des moisissures et des conditions de vie qui sont épouvantables. Parce que ça aussi, ça existe. C'est pas juste que les gens sont dans la rue, c'est qu'ils vivent dans des appartements qui les rendent malades. J'en ai visité, c'est absolument épouvantable. Donc, il faut construire des logements véritablement abordables, si possible dans une logique hors marché, du logement social, communautaire ou des coopératives. Plaisir. Merci tout le monde. Je pose une question par rapport juste aux excuses de M. Drouin ce matin. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bien, écoute, c'est une histoire qui était vraiment traumatisante pour les francophones du Québec. Puis l'idée que M. Drouin pourrait présider l'Assemblée de la francophonie à Montréal cet été, alors qu'il vient d'insulter tous les Québécois, je trouve ça pas vraiment insultant. On verra la sincérité des excuses. Est-ce qu'on s'anglicise quand on va à l'université en anglais, quand on est francophone? Bien, je pense que toutes les études prouvent qu'en ce moment, le français est en déclin partout au Canada, surtout au Québec. Puis la seule façon de sortir de ça, c'est qu'on fasse l'indépendance du Québec. OK, non, mais par rapport aux universités anglophones, parce que c'est ça dans les questions. Est-ce que si on est francophone puis on étudie en anglais, est-ce qu'on s'anglicise nécessairement? Répète-moi ça encore. Si on est francophone et qu'on étudie dans une université anglophone,
Mon expérience personnelle, écoutez, regardez, moi je viens de Shawinigan, là. J'ai fait mes études élémentaires à Québec, mes études secondaires à Québec, mes études collégiales à Trois-Rivières, mes études universitaires à Montréal et mes études post-universitaires aux États-Unis. Est-ce que ça fait de moi moins un francophone? Je pense que non. Alors, je pense qu'aujourd'hui, l'important, c'est de toujours faire plus pour le fait français. On sait qu'on est 8 millions dans un environnement de 350 millions d'Amérique du Nord. Il faut toujours être là pour la défense du français. La promotion du français aussi à l'extérieur du Québec, mais le fait d'étudier pendant quelques années dans une autre langue, dans ce cas-là l'anglais, moi je pense que si vous regardez aujourd'hui les jeunes, moi je regarde même ma fille qui a fait tout son parcours en français, mais qui a fait 2 années de cégep en anglais, c'est une francophone, puis nous on parle français à la maison, puis on est fiers de faire ça. Donc est-ce que M. Drouin, au-delà de la forme, là, au-delà des mots, tout ça, là, au-delà du langage, est-ce qu'il y avait une partie de lui qui n'avait pas tort, d'après vous, en comité, de remettre... J'ai pas vu ses propos. Moi, je vous parle d'expérience personnelle. Bien sûr, moi, ce que j'ai vécu personnellement, puis je regarde ma famille. Nous, on est des francophones, on parle français à la maison. Et puis, je dis, d'avoir eu dans le parcours scolaire d'une personne 1 année, 2 années, quelques années, par exemple en anglais, écoutez, ça ne fait pas de cette personne-là une personne moins francophone. Moi, je pense que c'est d'acquérir des connaissances, des aptitudes dans le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a un risque d'anglicisation après? Est-ce qu'il y a un risque de rester dans les milieux sociaux ou de travail? Je vous dirais, regardez mon exemple. Moi, je pense que je suis un francophone, puis j'ai fait une partie de mes études en anglais. Alors, honnêtement, de voir ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui viennent chez nous. Vous savez, nos grandes universités, ça fait l'envie du monde. Je peux vous dire, quand je voyage à travers le monde, les gens parlent régulièrement d'avoir un enfant, un cousin, une cousine, de la parenté qui ont étudié. C'est une grande richesse, les universités qu'on a, les cégeps, ça fait l'envie du monde. Alors, protégeons ce qu'on a, puis en même temps, favorisons. Quand ces gens-là viennent chez nous puis qui ne parlent pas nécessairement le français, moi, je vous dis, je pense qu'ils repartent avec cette sensibilité-là pour le français puis la connaissance du français. C'est un plus pour tout le monde. Merci. Biggest business leaders are saying that the capital gains tax is going to hurt Canada's productivity. Well, how do you respond to that? Do you think the capital gains tax is going to hurt Canada's productivity? Well, listen, there's a lot of things in the budget around innovation, around productivity, and you know what? We're working with the sector at every step of the way. One of the big asks you would see was around, for example, artificial intelligence, where we continue to lead. And I'm always very conscious of how we can attract, how we can create more of the great companies we want in this country, and we'll continue to work with them. They're saying that it's going to... Est-ce que quand on étudie comme francophone, si on étudie en anglais, est-ce que ça veut nécessairement dire qu'on s'anglicise? Je répète ta question. Si on étudie comme francophone là, au Québec, si on étudie en anglais dans une institution comme McGill, est-ce que ça veut nécessairement dire, d'après vous, qu'on s'anglicise? Ça veut dire qu'on étudie dans une autre langue. L'important, c'est de continuer à poursuivre son attachement au français et à le promouvoir et à le défendre. Moi, ce que je voudrais à ce stade-ci, c'est de dire, arrêtons de nous pointer du doigt entre francophones qui veulent défendre le français et défendons-le ensemble. Oui, mais en même temps, votre chef a un peu fait ça hier, non? En disant c'est les Québécois contre les Franco-Ontariens, le Bloc québécois qui s'accuse de Franco-Ontariens. Il n'a pas joué dans le jeu, là? Mais ce que je dis de façon collective, on a M. Drouin qui a tenu des propos qui n'étaient pas des plus utiles, et je lui ai dit, mais en même temps, on a le Bloc québécois qui le fait à son tour. Et moi, ce que je dis, c'est que si on est tous des amoureux de la langue française, qui veulent la défendre, la promouvoir, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour le faire? Puis sur l'enjeu comme tel, juste une dernière question, sur l'enjeu comme tel, parce qu'au fond de ça, l'étude de Statistique Canada dont il est question, c'est de dire le pourcentage, si on étudie comme francophone dans une université anglophone, on a plus de chances de travailler en anglais après. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Est-ce que les francophones au Québec devraient éviter les universités anglophones? Parce qu'on se demande si c'est des chercheurs à dans ce sens. Mais vous avez des gens qui viennent de partout étudier dans une université anglophone ou francophone aussi. C'est pas rare de le faire. Ce qui importe, c'est notre attachement à la langue française, c'est le vivre en français, c'est de promouvoir le français. Ce que moi j'ai fait toute ma vie, beaucoup de mes collègues l'ont fait. Et ce que je dis encore une fois, arrêtons de nous pointer du doigt, puisque on aime tous le français collectivement. Est-ce qu'on ne peut pas travailler ensemble pour mieux le promouvoir plutôt que s'attaquer l'un à l'autre? Merci, M. Rodriguez. Merci. Comment ça va? Ça va bien. Est-ce que si on étudie en anglais comme francophone, est-ce que ça veut dire qu'on s'anglicise? Si on étudie en anglais? Non. Non, mes enfants ont étudié un peu l'anglais puis ils gardent la langue française. Donc, pour vous, c'est pas une inquiétude? Non, pas pour moi. Donc, est-ce que
Parce que votre collègue, M. Godin, lui, il a pas mal alarmé de ça. Ah, je ne l'ai pas vu, mais moi, dans ma région, ce qui est le fun, tous les anglophones, on les a francisés. C'est une des seules régions au Canada. Vous viendrez voir ça.